L'écrit biographique est-il obligé d'être chronologique? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Objectif, l'autre, de Lionel Trouillot. J'étais à la bibliothèque de Zurich pour aller chercher Kanjaou, dont je viens de vous parler, puis il y avait un autre titre de Trouillot juste à côté. J'ai comme fait « Ah, on va le prendre », n'ayant aucune idée de ce que c'était. Il s'agissait donc de Objectif, l'autre. C'est publié chez l'éditeur André Versailles en Belgique. Quand je regarde sur le site web, on voit quelques collections, notamment cette collection Fragments d'une vie. Il y a 5 titres parus dans cette collection, 5 auteurs qui publient donc des fragments de leur vie. Objectif, l'autre. Non mais quel titre pour un écrit autobiographique? Un écrit autobiographique qui porte dans son titre même le contraire de l'écrit autobiographique, c'est-à-dire le je, non. Trouillot écrit son autobiographie avec l'objectif, et là je regarde dans l'objectif, l'autre. C'est fascinant. Donc le texte sort de la convention du récit autobiographique, début, enfance, formation, milieu, fin, bien qu'il y a plusieurs de ces éléments-là, fin, non, qui s'y retrouvent. Mais il écrit ça sous forme de fragments, de petits textes, de chapitres si on veut, avec chacun un titre, et le texte autobiographique est écrit dans l'ordre chronologique de ces titres. Donc, les regroupements thématiques. Donc, au lieu d'avoir le fil de la vie, non, à la place, on a des flashs, des moments, des réflexions, des thèmes. D'ailleurs, dans une de ces réflexions-là, il réfléchit à ce que serait pour lui l'autobiographie d'écrivain idéal, et ce serait une autobiographie où l'écrivain n'est pas. C'est-à-dire où il écrit une série de moments, de tableaux, qu'il a vu depuis son enfance jusqu'à sa mort, mais où il les décrit sans s'y mettre, sans lien apparent pour les gens qui n'y étaient pas. C'est pas exactement ça que fait Trouillot, mais il y a quelque chose dans ce projet idéal, dans Objectif, l'autre. Si j'ai vraiment adoré Kanjaou, Objectif, l'autre est venu me rejoindre d'une manière encore plus intime, plus proche de moi. Peut-être à cause d'un grand nombre de passages sur l'écriture, sur la littérature, sur son métier d'écrivain, salon du livre, etc., sur pourquoi il écrit de belles pages sur le roman, sur pourquoi pour lui le roman c'est un des genres qu'il aime le moins, même si c'est le genre qu'il écrit le plus. Quand j'ai tourné cette capsule, ma caméra a manqué de jus. Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, c'est moi qui ai manqué de jus pour finir l'enregistrement, d'où je le fais maintenant, d'où le changement de costume. Je voulais absolument finir de vous parler d'Objectif, l'autre de Lionel Trouillot. À part les thèmes de la littérature, de l'écriture, il y a aussi le quotidien, d'une certaine manière, sous une dictature. Je connais pas la vie sous une dictature. Les termes Tonton Macoute et Duvalier, pour moi, c'est des thèmes liés à l'enfance. On entendait dans les nouvelles, parfois même au bye-bye, sans que je sache vraiment c'est quoi. Trouillot nous dépeint vraiment la vie dans une ambiance de délation. Comment est-ce qu'un jeune homme peut se faire une vie intellectuelle dans un système où on peut presque rien dire en public, c'est difficile de critiquer, quels lieux on fréquente, quelles sont des dynamiques qui sont là. Il nous donne des insights, des points de vue, sans se faire un portrait complet, comme peut-être un roman le ferait. Il nous montre dans différents éléments de sa biographie comment il s'est formé à travers ça. Il dépeint les lieux qu'il fréquentait, mais surtout, il dépeint beaucoup les gens. Ce qui est formidable dans cet Objectif l'autre, ces portraits qu'il y a ici et là, d'amis, de membres de la famille, un cousin. Et ça devient un petit peu comme des petites histoires, des récits à l'intérieur de ce récit autobiographique-là. Et à ce moment-là, l'auteur, l'écrivain, se retire quand même un peu et donne la place, met un follow spot sur quelqu'un qui a été important dans son entourage. Et c'est vraiment des très beaux moments. Ça fait une lecture qui est très diversifiée. Le passage le plus beau qui m'est venu vraiment le plus sous la peau, c'est un passage dans l'extrait qu'il écrit sur l'enseignement. J'avoue que j'ai peut-être plus appris qu'enseigner dans ce métier qui fut le mien pendant longtemps avant que je me prenne au jeu des histoires que je raconte et qu'elle commence à me rapporter cette chose odieusement nécessaire, l'argent. J'ai appris des choses sur les gens, jeunes et vieux, élèves, parents, enseignants, responsables d'établissement. Sur moi-même aussi, dont ce paradoxe. J'ai aimé mon métier d'enseignement, mais je déteste l'institution scolaire. Le mensonge et la petitesse des cadres formels, c'est qu'ils deviennent des systèmes clos ne pouvant guère faire face aux réalités extérieures et aux drames intérieurs auxquels sont soumis celles et ceux qui les fréquentent. Moi ici, ces deux phrases, le paradoxe d'aimer le métier d'enseignement, mais de détester l'institution scolaire, mon Dieu, c'est tellement moi. Le mensonge et la petitesse des cadres formels, ça
Ça m'a fait lâcher l'enseignement 2 fois. J'y reviens, je dois étudier pour enseigner et ça me fait en ce moment capoter dans le programme d'enseignement. C'est exactement ce que je voudrais crier de l'enseignement. Il donne ensuite quelques exemples précis, dont celui d'une mère qui essayait de faire fuir les fantômes. Je reprends. Je ne crois pas à l'existence des esprits. La bonne vieille lutte des classes me suffit comme moteur de l'histoire. Et les drames de l'esprit humain sont produits par l'esprit humain. Sans doute n'était-ce le travail du deuil de l'enfant perdu. Les gamines avaient perdu une sœur et la mère une de ses filles, qui se manifestait ainsi dans l'esprit troublé et crédule de la mère. Mais qu'est-ce que cela enlève à la terreur des 2 gamines? Et qu'est-ce qu'une société dirigée par de tristes et incompétents fondés de pouvoir du capital avait à leur offrir comme support? Qu'est-ce que le système scolaire sait et veut savoir de la vraie vie de tout ce monde qui s'y rencontre? Il lui suffit souvent que chacun y occupe la fonction qui lui est attribuée. Un peu plus loin à la fin de cette section. Mes collègues et moi, qu'avons-nous enseigné à ces milliers de jeunes? Qu'en est-il resté? Il y a de tout parmi mes anciens élèves. Militaires, hommes politiques, toutes les professions libérales, garagistes, artistes peintres, informaticiens et esthéticiennes. Quelques-uns sont devenus enseignants. Qu'est-ce qu'ils nous doivent dans la part de bêtise et de vérité qui conduit leur destin? C'est fort. Et puis ce dernier paragraphe pour clore la section. Je garde l'inconfort de l'incertitude. Peut-être un vieux fond d'anarchisme n'a-t-il fait que grandir en moi avec les années. J'ai fait ce métier avec une bonne dose de passion, mais chaque jour je me suis demandé si l'on avait le droit de convertir une personne en élève. Il m'arrive de revisiter des salles de classe en tant qu'écrivain invité. L'envie d'y retourner en tant que prof me vient à chaque fois, avec les mêmes doutes et interrogations. L'enseignement, c'est au fond mon véritable tourment. Le lieu où j'ai vécu avec le sentiment de bien et de mal faire. Peut-être pas toutes les phrases du passage, ça serait ma réalité, elles sont toutes belles, mais c'est tellement près de moi. Cette citation, je la trouve vraiment belle. Je trouve que, bon, elle montre un peu le fond marxiste, peut-être plus qu'anarchiste de Lionel Trouillot, qu'on voit apparaître à plusieurs endroits dans Objectif l'autre. Elle me rejoint terriblement parce que, encore maintenant dans ma propre biographie, les questions de l'enseignement sont encore au goût du jour. Est-ce que je suis bien là-dedans? Je n'y suis jamais complètement bien. J'ai un rapport d'aller-retour sans cesse dans l'enseignement, ainsi que cette confrontation sans cesse avec l'esprit de système. C'est-à-dire que même dans les écoles où on veut promouvoir la liberté, l'indépendance, des systèmes autres, qu'on finit par ériger ces idées de liberté-là en système elles-mêmes. Donc, il y a quelque chose de systématisant dans le système scolaire avec lequel j'ai bien la misère, mais c'est pas de moi que parle cette capsule. Quoique, si vous n'êtes pas naïf et naïve, vous comprenez très bien que mes capsules parlent toujours finalement de moi parce que c'est ma lecture des œuvres et c'est ce qui m'a rejoint. Alors, pourquoi lire Objectif l'autre? Qui doit lire Objectif l'autre? Les personnes qui aiment les textes sur l'écriture et la littérature, les personnes qui sont fascinées par la littérature haïtienne, la vie en Haïti, qui ne connaissent pas Haïti, qui ont envie de découvrir la vie haïtienne, la biographie d'une personne haïtienne, mais à travers des petits moments et des fragments. Toutes les personnes, évidemment, qui sont fans de Trouillot, donc je pense à toi, Marjorie, qui m'a dit qu'il ne connaissait pas Objectif l'autre. J'espère que j'ai piqué ta curiosité. Mais aussi toutes les personnes qui sont intéressées par la réflexion sur la dictature et les idées, qui veulent avoir une idée autrement qu'un roman donnerait une idée ou qu'un essai donnerait une idée de qu'est-ce que la vie sous la dictature. Enfin, tous les gens qui aiment les beaux mots, les belles lettres, les belles phrases, les bons livres, tout simplement. Donc, même si vous n'avez aucune idée de la littérature haïtienne ou de Trouillot et quoi que ce soit, mais que vous êtes un peu aventurière, un peu aventurier dans vos lectures, allez-y, allez chercher Objectif l'autre de Lionel Trouillot. Comme d'habitude, commentez, partagez, commentez. Pas beaucoup de monde qui le font sur mon canal. Allez sur Insta, il y a au moins une citation sur l'écriture que je vais poster là par rapport à Lionel Trouillot. Et maintenant que l'été est arrivé, je devrais réussir à tenir mon mot et à publier des capsules plus régulièrement. En attendant, bonne lecture.